C'est l'heure de la grosse mise à jour annuelle de mon classement des plateformes de crowdfunding. Cette année 2023 a été marquée par plusieurs événements importants dans l'écosystème du crowdfunding, avec l'arrivée du nouvel agrément PSFP, qui est un agrément européen que doivent obtenir les plateformes pour pouvoir continuer à traiter du prêt participatif. Et d'un autre côté, on a une crise importante sur la section du crowdfunding la plus importante aujourd'hui, à savoir l'immobilier. Et cette année, ce n'est pas un classement, mais bien 3 classements que je vais établir afin de séparer un petit peu les différentes classes d'actifs, avec d'un côté un top 10 des plateformes de crowdfunding immobilier, un top 3 ensuite des plateformes de crowdfunding en énergie renouvelable, puis un top 3 sur les plateformes de crowdlending européen ou de peer-to-peer lending. Mais pour commencer, vous le savez, pensez aux petits gestes très simples pour faire avancer Investissement Facile. Abonnez-vous à la chaîne, likez la vidéo, mettez votre top 3 des plateformes ou votre top 5 des plateformes en commentaire afin que l'on puisse comparer. Et je me suis aussi inspiré des commentaires que j'ai pu avoir l'année dernière pour creuser certaines plateformes puisqu'elles ressortaient régulièrement. On va commencer par le crowdfunding immobilier qui a été lourdement impacté par l'augmentation des taux et la diminution des ventes en immobilier, ce qui fait qu'il y a des taux de retard qui ont littéralement explosé. Bon, les retards sont une chose, mais comment sont gérés ces retards sont pour moi la chose la plus importante. Et certaines plateformes ont vu leur classement fondre à cause de leur gestion des retards. Et au contraire, d'autres plateformes ont vu leur classement remonter puisqu'elles communiquent régulièrement et que le recouvrement semble en bonne voie. Il faut savoir que toute cette partie-là va encore lourdement être testée en 2024. J'ai également intégré les plateformes d'immobilier fractionné au sein de ce classement des plateformes de crowdfunding immobilier. Et c'est pour ça qu'à la 10e place, on a par exemple Realty qui vous permet d'acheter des biens immobiliers aux États-Unis, qui propose des taux entre 9 et 10% en ce moment en investissement dans des biens qui sont dans la Rust Belt. Ce sont donc des rendements locatifs que l'on n'a pas l'habitude d'avoir en automatisé en France, avec des rendements qui sont assez élevés. Pourquoi ils sont en 10e place, qui est pour moi une très bonne place pour ce type de plateforme, c'est parce que on a quand même assez peu de recul encore sur ces plateformes-là. On a 2-3 ans de recul au maximum, 4 ans sur Realty, et Realty n'est pas plus haut parce que il y a aussi des risques inhérents à cette plateforme-là, avec notamment un risque sur le taux de change, mais aussi un risque technologique, puisque Realty est fortement lié à la blockchain, même si aujourd'hui il est possible d'y investir sans avoir de connaissances. En 9e, on retrouve Finpal, qui est une plateforme de crowdfunding immobilier qui propose principalement des prêts immobiliers, mais aussi des prêts à des entreprises. Finpal a plusieurs avantages. Les projets sont souvent de qualité et ça se reflète par un taux de retard qui, malgré la situation, reste relativement faible, autour des 10%. On a aussi une description de projet qui fait partie des meilleurs sur le marché, et je ne le mets pas plus haut parce qu'aujourd'hui, je ne connais pas assez bien la plateforme, même si je sais qu'elle a plutôt bonne réputation chez les investisseurs. Vient ensuite Homunity, qui est un pur player de crowdfunding immobilier à la base, qui se diversifie avec les CPI et les investissements immobiliers en direct, mais on est sur une plateforme qui est un des leaders, qui est aussi une des plateformes qui souffre le plus de la situation actuelle. On a un suivi qui est régulier, mais relativement basique. On a aussi le fait que le nombre de retards explose sur la plateforme puisqu'il vient de passer les 20%. Néanmoins, cette plateforme fait principalement de la promotion et les projets qui souffrent le plus sont ceux de promotion, donc ces retards sont légitimes et il faut voir à terme les pertes que pourront avoir les utilisateurs ou les défauts qu'il pourra y avoir. Si c'est juste des retards de 6 mois, 12 mois, même 18 mois, mais qu'au final l'investisseur retrouve toutes ses billes avec tous les intérêts, on pourra conclure que finalement, l'investissement est plutôt bon. Vient ensuite Razer en 7e position, qui fait du crowdfunding immobilier au global, avec un peu de promotion, beaucoup de marchands de biens, et ils ont la spécificité d'aller pas mal sur la Corse et les dom-tom, même si on en voit un tout petit peu moins ces derniers mois. 2023, il y a eu beaucoup de projets dans ces zones-là. C'est des projets qui généralement ont des taux un poil plus élevés. Par contre, sur Razer, d'un côté, je vois que le recouvrement est assez proactif et assez intéressant. De l'autre, on observe quand même beaucoup de retard. Vient ensuite Citesia en 6e position. Alors, j'aime beaucoup la manière dont est abordée la plateforme. Les projets sont relativement qualitatifs. Ils proposent des projets de marchand de biens et de promotion, généralement de qualité. Par contre, la plateforme, un petit peu à l'instar des dernières qu'on a citées, ont un taux de retard
assez élevé à cause de la situation actuelle. Il y a un petit manque de communication qui fait qu'ils ne peuvent pas aller plus haut pour l'instant. En 5e position, nous n'avons pas une, mais 2 plateformes avec Baltis et Proximea. Pourquoi je les mets ensemble? Parce que Baltis a racheté une ancienne plateforme qui s'appelle Proximea et l'a relancée. Donc Baltis et Proximea sont en 5e position cette année, grâce à la qualité des projets là aussi. La communication est un peu meilleure que sur Citesia, mais il y a aussi des efforts à faire de ce côté-là, avoir un reporting plus régulier sur les projets en difficulté, avoir un suivi qui soit un peu plus régulier sur ces projets en difficulté, même si c'est pour dire que finalement, il y a assez peu de nouvelles, ça inquiète les gens de ne pas avoir de nouvelles de manière générale. En 4e position, on retrouve l'ancien numéro 1 Club Funding, et oui, j'avais dit qu'il allait avoir des impacts à cet changement de situation, et Club Funding en est une des premières victimes, parce que malheureusement, c'est un leader qui a beaucoup grossi dernièrement et donc nécessairement, il n'était pas prêt à avoir autant de recouvrement en si peu de temps, en ayant autant de projets de leur côté. Forcément, il y a beaucoup de projets qui sont tombés en défaut. C'est un peu dommage, c'est un peu mal géré et c'est le point à améliorer en 2024 pour pouvoir finalement remonter à la première place ou reprétendre à une des 3 premières places. Sinon, il y a eu toujours des projets relativement qualitatifs. La plateforme est toujours plaisante puisque vous pouvez, puisque lorsque vous investissez, vous êtes prélevé directement sur votre compte et que les intérêts sont versés directement sur votre compte. Donc cette expérience-là est vraiment très agréable. Vient ensuite en 3e position Monego qui fait une sacrée remontée parce que simplement c'est la meilleure plateforme aujourd'hui en termes de taux de retard sur les projets de promotion. C'est une plateforme qui gère bien actuellement ce virage où les promoteurs ont des difficultés. Oui, il y aura des retards sur Monego. Oui, il y aura probablement des défauts sur Monego comme sur toutes les plateformes. Mais aujourd'hui, force est de constater que le taux de retard est pour le moment inférieur à 10% et que c'est le seul acteur en crowdfunding immobilier de promoteurs qui peut se targuer d'avoir ce taux-là. Leur nouveau site non plus n'est pas encore 100% satisfaisant de mon point de vue. Il manque quelques fonctionnalités, mais ce sont des choses qui peuvent être facilement corrigées. C'est de l'ordre du technique et donc il n'y a pas de soucis majeurs sur la plateforme aujourd'hui, en tout cas, d'après mon expérience. En 2e position, on va retrouver l'acteur qui est probablement le plus plébiscité par la communauté, à savoir la première brique. La première brique, pourquoi tout le monde l'aime? Parce que c'est accessible dès 1 € et donc ça permet à tout le monde de tester le crowdfunding facilement. C'est un réel défi pour eux, il faut le savoir, parce que nécessairement, qui dit investir des 1 € dit un nombre d'investisseurs peut-être 10 fois supérieur aux autres plateformes, et par conséquent, eh bien, on se retrouve avec 10 fois plus de supports potentiels. Et malgré tout, aujourd'hui, la première brique arrive à faire un suivi correct de ces projets, un suivi régulier. Il n'est pas parfait, il y a peut-être des éléments à ajouter et peut-être à intervenir plus rapidement en termes de recouvrement sur certains projets. Cependant, il faut quand même avouer que je suis relativement bluffé par cette plateforme. Attention, la plateforme n'est pas parfaite. On va quand même revenir sur des points. Le nombre de retards augmente significativement, même s'ils sont aujourd'hui relativement corrects. Et enfin, la meilleure plateforme, eh bien, c'est une nouvelle plateforme, puisque je ne l'avais pas analysée jusque-là, c'est Anaxago. J'ai été séduit par Anaxago dernièrement. Alors, c'est une plateforme qui est un peu plus premium, qui va vous prendre à partir de 1 000 € les tickets, mais par contre qui propose à la fois du private equity en étant pertinent parce qu'ils ont acheté un acteur qui faisait du financement de société, une société qui s'appelle Caporn VC, et donc ils bossent avec elle en partenaire pour proposer des deals. Et d'un autre côté, on va également avoir un nombre de projets en crowdfunding immobilier qui est relativement intéressant. Ce sont généralement des projets extrêmement importants, ce qui leur permet de porter un niveau de risque un peu moindre. Alors souvent, ce sont aussi des projets qui sont assez longs. On a régulièrement des projets sur 36 mois sur la plateforme. La plateforme anticipe bien les difficultés, ce qui fait qu'elle garde aujourd'hui un taux de retard qui est relativement faible. On verra comment ils font le suivi dans les prochains mois sur les projets en difficulté, mais des informations que j'ai, le suivi reste correct. Et un des éléments que j'aime beaucoup moi sur Anaxago, c'est que le support client est assez pertinent, va de manière proactive venir vous contacter pour savoir si vous avez besoin d'aide sur la plateforme ou si vous avez besoin d'aide dans votre sélection de projet ou savoir sur quel type de projet vous souhaitez investir. Petite remarque sur Anaxago, il faudra quand même qu'ils pensent à mettre à jour leurs statistiques au nouveau format du FPF parce qu'il devient difficile de comparer les statistiques de Anaxago avec les autres plateformes et c'est dans leur intérêt de les mettre en avant. On va ensuite poursuivre avec un second classement, avec le classement des plateformes en énergie renouvelable. Alors il y en a beaucoup moins, donc je vais me concentrer sur un top 3.
La troisième plateforme, d'ailleurs, je ne la connais pas énormément. On va parler de Landopolis. Landopolis, qui est une plateforme qui faisait aussi d'autres choses dans le passé. C'est pour ça qu'ils ont un taux de perte et de défaut qui n'est pas nul actuellement, contrairement à la plupart des autres plateformes en énergie renouvelable. Cependant, c'est une plateforme qui, quand même, aujourd'hui propose un certain nombre de projets en énergie renouvelable. Ils sont certes relativement longs et avec des taux qui sont assez moyens. C'est d'ailleurs ce pourquoi ils sont à cette troisième place. Mais ça reste une plateforme sérieuse qui propose des projets en énergie renouvelable, et donc si vous souhaitez découvrir des projets en énergie renouvelable, ça fait partie potentiellement des plateformes à surveiller. En deuxième position, on va avoir Landosphère qui est le deuxième acteur le plus gros du marché. L'avantage de cette plateforme est de proposer des projets intéressants à des taux qui sont cohérents avec le marché. Aujourd'hui, on va avoir des rendements entre 6,5 et 8% en général, avec des projets sur des sociétés qui sont certes financées régulièrement, mais qui sont des sociétés relativement grosses. Et l'avantage du crowdfunding en énergie renouvelable aujourd'hui, j'en ai pas parlé sur Landopolis, c'est vraiment que finalement, les projets, autant l'immobilier a un peu moins la cote, autant les énergies renouvelables ont la cote en ce moment et que les banques sont prêtes à financer beaucoup de projets. Donc pour moi, Landosphère fait le travail correctement. Il y aurait des petites améliorations à faire sur l'interface graphique qui est un peu vieillotte dans la présentation, notamment de notre portefeuille. Ça mériterait un petit coup de jeune, mais globalement, la plateforme fait bien le travail. Il y a possibilité de réserver. On peut investir à partir d'une petite somme, c'est-à-dire 100 € en général, voire même 50 € sur certains projets. Bref, beaucoup de points forts sur cette plateforme-là. Et en dernier, on va avoir Enerfip qui est le leader pour le coup, et que j'aime beaucoup également, qui se différencie par le fait qu'ils essayent d'ouvrir à d'autres pays. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on se concentre énormément sur des projets en France, ou des sociétés françaises qui vont faire des projets à l'étranger, mais avec Enerfip, aujourd'hui, ils ont un pôle en Espagne, et leur but, c'est de se diversifier sur différents pôles géographiques, avec l'Europe de l'Est, l'Europe du Nord, et également l'Europe du Sud, ce qui va nous permettre à nous, sur la plateforme Enerfip, d'avoir des projets extrêmement diversifiés avec des sociétés que l'on n'a pas ailleurs. Moi, je trouve vraiment cette initiative très intéressante, d'autant plus que c'est la seule plateforme, à ma connaissance, qui a aussi un marché secondaire, et c'est tous ces éléments qui en font aujourd'hui une plateforme indispensable si on veut investir dans les énergies renouvelables, parce que c'est la seule qui offre une certaine liquidité et autant de diversité. Le dernier classement sera celui des plateformes de crowdlending européens, aussi appelé peer-to-peer lending. Alors, c'est tout sauf du peer-to-peer lending déjà. Faut remettre l'église au milieu du village sur ce type d'investissement qui est assez risqué. Le peer-to-peer lending, ce serait du prêt de pair à pair. C'est tout sauf ça. Aujourd'hui, sur le peer-to-peer lending, ce que les gens appellent le peer-to-peer lending, vous prêtez, c'est dans les faits du crowdlending à des sociétés de crédit européennes. Et donc forcément, si ces sociétés de crédit acceptent de payer du 12-13% sur certaines plateformes, voire plus, ça veut dire que le niveau de risque est équivalent à ça. Il y a certaines sociétés qui sont un peu plus qualitatives que d'autres, et c'est celles-ci qu'il faut cibler, quitte à avoir un rendement un peu plus faible. Passons maintenant au classement lui-même, avec justement Robocash en troisième position, qui est une plateforme non régulée. Elle est régulée pour son activité de crédit, mais pas pour son activité de crowdfunding. Ce peer-to-peer lending n'est finalement pas régulé par le PSFP. C'est une société qui existe depuis un certain nombre d'années, depuis 2017 il me semble, et donc qui a fait ses preuves et qui, a priori, ne pose pas de soucis particuliers. Les deux soucis que j'ai avec Robocash, c'est qu'il y a un seul groupe, c'est-à-dire qu'ils financent leur propre crédit et rien d'autre. Et donc du coup, pour diversifier, c'est quasi mission impossible. Et la deuxième défaut, c'est qu'au final, aujourd'hui, on a des taux qui sont similaires au crowdfunding immobilier en France, qui lui est régulé. En deuxième position vient le groupe Peerbury. Derrière Peerbury, on a Aventus Group, qui est le plus gros pourvoyeur de crédit sur la plateforme, mais on a là, par contre, plusieurs groupes. Donc, il est possible de diversifier sur plusieurs groupes de sociétés, ce qui nous permet de mettre potentiellement un peu plus d'argent. Attention à la solidité des groupes présents sur Peerbury. Je suis pas certain que les plus petits soient vraiment recommandables, mais c'est à chacun de faire son analyse. On n'est pas là pour en parler aujourd'hui. Le robot est assez intéressant à configurer. Cependant, il y a très souvent du cash drag et les gens s'en plaignent. Donc, si c'est pour avoir quelque chose d'automatisé sur lequel il faut passer tous les matins pour pouvoir investir manuellement, ça n'a aucun intérêt. Et enfin, même si je sais que tout le monde ne sera pas d'accord avec ce classement, Mintos est premier et indétrônable pour moi. Pour plusieurs très bonnes raisons. Premièrement, c'est la première plateforme à être
régulé sur le peer-to-peer lending, avec ce qu'ils appellent les notes, qui sont finalement un regroupement de dettes qu'ils ont packagé, et c'est ça qu'ils mettent à disposition. Ce sont des produits financiers qui sont sur les marchés, puisqu'ils ont un code ISIN, même s'ils ne sont pas sur le marché public, ils ne peuvent pas être échangés comme ça. Cela est d'ailleurs pallié par un marché secondaire sur Mintos, qui est un autre point fort extrêmement important, qui est un marché public sur lequel vous pouvez mettre votre propre prix. Si vous voulez vendre rapidement, vous mettez à 0,5% en dessous du prix, et potentiellement ça va se vendre très rapidement. On a un troisième point fort, c'est que c'est le leader aussi. Et c'est celui qui a le plus de sociétés sur la plateforme. C'est aussi son plus gros point faible. Parce que avoir beaucoup de sociétés, c'est bien. Avoir beaucoup de sociétés qui sont relativement qualitatives, c'est extrêmement compliqué et il n'y arrive pas. Et c'est d'ailleurs pour ça que Mintos est régulièrement critiqué, puisque pendant la crise de 2020, par exemple, on a vu beaucoup de ces sociétés fermées parce qu'elles étaient trop fragiles et qu'elles ne pouvaient pas supporter le shutdown du Covid, sachant qu'ils sont dans des pays qui ont généralement des systèmes sociaux et moins protecteurs, et bien forcément, ça a déclenché une vague de fermeture de sociétés et où certaines sociétés en ont profité pour ne pas respecter leurs obligations également. Voici pour le classement de cette année 2024. J'ai privilégié les plateformes qui s'en sortaient plutôt bien et qui géraient plutôt bien les situations actuelles et certaines ont souffert bien sûr de la manière dont ils ont géré les recouvrements ces derniers mois, mais il faut avoir en tête que ce n'est qu'un début et que potentiellement des plateformes qui ont eu du mal à constituer leur équipe de recouvrement vont la structurer correctement en 2024 et vont arriver à faire du bien meilleur travail. Je vous souhaite une excellente fin de journée et je vous dis à très vite pour une vidéo ou un live sur Investissement Facile.